Elle avait participé pas mal de personnalités, parmi lesquelles Moufdi Zakaria d'ailleurs, et d'autres grandes éminences culturelles algériennes. Est venue donc l'idée de créer une nouvelle maison des étudiants à Tunis. Et c'est là que ont émergé les poètes tels que Salah Kharfi, Allah yarhamou, qui a fait beaucoup de poèmes poétiques, etc. Salah Khabasha, Salah Bajou, etc. Tous ces poètes, il y a eu donc toute une dynamique et c'était un creuset à la fois culturel et patriotique parce que on participait au mouvement national, au FLN et à l'UGMA surtout. À l'UGMA, Union générale des étudiants musulmans algériens, qui est une organisation du FLN. Voilà, c'est une organisation et il n'y avait pas un seul bureau de la section de Tunis où il n'y avait pas un ou deux membres qui venaient de la maison des étudiants mozabites. Alors je vais vous raconter une petite anecdote, c'est que je ne me souviens plus exactement quelle année, je crois que c'est l'année 56, 56, 57, beaucoup de personnalités nous rendaient visite à cette maison. Parmi lesquels Cheikh Al-Fadl Ben Achour, Allah yarhamou, parmi lesquels même des Algériens comme Francis, comme Abbas Torki, Allah yarhamou, comme Moufdi Zakaria, Cheikh Tamini, etc. Mais on a eu quelques visites de gens illustres de l'Aïlen, parmi lesquels Amiroche et Ouamran, Allah yarhamou. Alors Amiroche est venu juste au moment de la grève des étudiants. Et il a trouvé qu'on s'était inscrit sur des listes pour aller au maquis. Alors tout de suite, il a dit non, pas question. Vous qui êtes les futurs cadres de l'Algérie, vous continuez vos études, on ne va pas faire la grève contre les établissements tunisiens, on fera la grève contre les établissements français en Algérie et en France, mais pas en Tunisie, ni au Maroc, ni au Caire. Donc vous allez retourner à l'école, et quand je reviendrai, je vous demanderai de me donner des cadres pour créer d'autres maisons d'étudiants d'Algériens, d'émigrés, pour en faire exactement avec les mêmes programmes, parce qu'on avait des programmes d'autosuffisance, d'auto-éducation. Alors les aînés enseignaient aux plus jeunes. Les Zéoutounia enseignaient essentiellement aux médressiens qui allaient donc on appelait les médressiens ceux qui allaient au lycée, c'est le langage tunisien. Donc c'est comme ça que les jeunes qui étaient venus presque sans culture générale ont pu acquérir une culture générale, on pu lire, écrire, etc., des pièces, des sketchs, des émissions. On faisait beaucoup d'émissions radio simulées et on participait évidemment à Sot el-Jazaïr, aux émissions culturelles et surtout aux émissions de l'UGMA, donc de la voix de l'étudiant. Très bien. Merci, c'est Mohamed Messen. Nous avons donc un nouveau participant, c'est Mohamed Hamouda. Comment intervient justement le développement durable et comment est-il perçu à Gherdaya? Le Mzab, autant c'est une leçon d'architecture, autant c'est une leçon d'humanisme, autant c'est une leçon de plein d'autres choses, c'est aussi une leçon de développement durable. Parce qu'en fait, le développement durable, il y en a plusieurs, on a plusieurs définitions du développement durable. Parmi certaines de ces définitions, le développement durable, c'est le changement. Et le Mzab a toujours été, très pointilleux sur des situations qui posent problème, il ne les laissait pas traîner. Il avait les outils, il a développé des outils, il a développé des méthodologies pour être toujours, à jour avec lui-même. Et c'est Hakim, vous avez dit un mot très important, c'est que le Mzab, c'est aussi une leçon de compter sur soi. Et on ne peut pas concevoir un développement durable sans le compter sur soi.
Donc, le Mzab, je cite un ou deux exemples comme ça qui permettent de bien saisir ce qu'a été le développement durable au Mzab. Les collègues ou les participants à cette belle émission ont parlé tout à l'heure de l'Aoumna. Il y avait de l'Aoumna de Seil qui s'occupait de tout ce qui était lié à l'eau. Il y avait l'Aoumna al-Bni, l'Aoumna al-Aswaq, l'Aoumna. Il y avait une organisation sociale, ça c'est un autre sujet. Mais l'Aoumna Seil, c'était des personnes choisies, pas parce qu'ils faisaient partie de tel... mais ils portaient une expertise. Et dans le développement durable, on a besoin justement de ces personnes qui portent des expertises, ce qu'on appelle des personnes de ressources. Et ces gens, lorsque passait une crue, le lendemain ou le surlendemain, ils reprenaient tout le cours de l'Oued, ils reprenaient tous les ouvrages d'art qui ont été construits avant et ils prenaient note un peu des dégâts qui ont été causés au cours de la dernière crue et tout de suite après, ils se mettaient au travail pour consolider ce qui a été détruit par l'Oued, ou bien lors de cette de ce passage en revue de ce qu'a fait la crue de l'Oued, il leur arrivait d'imaginer une nouvelle de nouveaux travaux à faire pour améliorer. Et ça, c'est quelque chose de leur temps. Il y a 10 siècles, il y a 9 siècles, il y a 8 siècles, et ainsi de suite. C'est très moderne comme démarche. C'est vraiment très moderne comme démarche. Lorsqu'on voit, par exemple, Taqasim al-Miyah, le partage des eaux de Ghardaya, ce n'est pas un projet qui a été donné à une entreprise et qu'elle l'a fait en 36 mois ou en 3 ans. C'est un travail de ce que j'appelle, moi, personnellement, en 2014, du développement durable et réfléchi, faisant appel au génie local, utilisant des matériaux locaux. Et ça, c'est tout le génie du Mzab qui est dans ce développement durable. Et j'en veux quelque part à mon pays, parce que je suis fondamentalement algérien, de ne pas avoir, au cours de ces 50 ans, fait appel à ce savoir-faire, parce qu'on aurait pu le développer. Avec tous les outils qui existent actuellement dans le monde, et qu'on maîtrise en tant qu'Algérien, en tant que jeune Algérien, en matière de développement durable, parce que dans le développement durable, il y a le développement économique, il y a le développement social, il y a la préservation de l'environnement, mais il y a surtout le développement humain. Où est-ce qu'on en est du développement humain? J'ai eu la chance de travailler avec des associations de communes pauvres, cataloguées comme étant communes pauvres. Il en existerait 47 communes pauvres dans notre pays actuellement, en 2014. Lorsqu'on a fait une formation, et je me permets de citer, pas le nom, mais la personne, parmi les gens qui ont bénéficié de la formation, il y avait un ex-maire. Au bout de la formation, lorsqu'on a fait la clôture, et qui avait tous les officiels présents, il leur a dit, mais pourquoi vous avez attendu 2014 pour nous faire une telle formation? Et c'est ça un peu ce qui me frustre énormément. Et le Mzab, on devrait, à tout malheur, quelque chose malheur est bon. Quelque chose malheur est bon. Si on peut, à la suite de ce que vit Ghardaya, et de se dire, en fin de compte, il y a plein de choses à tirer. De la même manière que de Ghardaya ou des autres régions de ce pays, on doit revenir à notre histoire. Il y a énormément de choses à lire, à expliquer, à comprendre, et plein de questions qui sont posées en 2014 se trouvent dans ces belles expériences. Par exemple, la restauration.
On fait appel à des Polonais, à des Italiens, à des Français, à des Espagnols maintenant, alors que Gherdaya a donné des leçons manifestes en matière de restauration. La main-d'œuvre est locale, les matériaux de construction sont locaux, donc c'est une expérience qui aurait pu profiter à la Casbah et à toutes les médinas de ce pays. Absolument. Moi, j'ai vécu au Qasbah, Naoul del Qasbah, comme on dit. Depuis l'âge de 4 ans et demi, je vis à la Casbah. Kharit Flemir, donc je suis... On a été au même lycée. Hein? Donc, et c'est pour ça que je suis là, à la place de M. Babassi. Et quelque part, je me vois en tant que citoyen algérien dans ma peau, au Qasbah d'Alger, et dans ma peau, dans ma ville de Benizgan. Donc il n'y a pas de différence. On aurait pu, avec le temps qu'on a perdu, faire des passerelles, mettre en place des passerelles, faire des échanges. J'ai beaucoup appris. Le Qasbah d'Alger, Bled Sidi Abdelrahman m'a construit autant que ma ville natale, Benizgan, m'a construit. Peut-être plus. Peut-être plus, certainement. Eh bon, le Qasbah des années 60, des années 70, c'est tout un art de vivre. Et une philosophie. Qu'on a perdu malheureusement. De la même manière qu'on est en train peut-être de perdre le mzab qu'on a perdu d'autres régions. C'est vraiment frustrant en tant qu'Algérien, portant ces 3 dimensions, son algérianité, son ibadité et son amazigité. C'est frustrant, mais pas irréversible, c'est sûr, cher ami. Je crois que notre ami Bakelin pourra que me confirmer dans ce que je viens de dire, d'autant plus que lui aussi est impliqué dans la société civile. Il est interpellé par toutes les dissonances à l'honneur dans notre société, mais aussi par les possibilités de solutions. Alors, c'est Bakelli. Dans tout ce magma qui caractérise donc la société algérienne en général et celle mozabite en particulier, quelle peut être la place, le rôle de la spiritualité? Écoutez, je vais rebondir sur ce que disait c'est Hamoud Amroubil qui parlait de lorsqu'il y avait une crue, comment les gens après la crue allaient remonter à pied tout le cours de la crue Adik pour revoir ce qui n'allait pas. Et pourquoi pas recréer des choses nouvelles. C'est le mzab. Ces gens qui remontaient le cours de l'Oued pour soit réparer, soit trouver des solutions nouvelles à ce qui n'allait pas. Je crois qu'il a résumé le mzab. Le mzab n'a jamais été une dimension pessimiste. Est-ce que je peux prendre ce qu'il y a de positif dans ce qui m'arrive de plus négatif? Je vous assure, inna ma'al usri yusr, Rabbi hashay yaqulha fi al-Qur'an bati. Ma qalsh ba'd al-usr wala qabl al-usr. Inna ma'al usri, c'est dans la difficulté qu'on voit tellement de solutions en fait, tellement de beauté, tellement de choses, tellement de mobilisation aussi pour rebondir. Et je pense qu'il faudrait, c'est ça qui nous anime en tant que Mozabites. Nous sommes dans le mouvement associatif et dans le mouvement associatif, on a appris une chose, à dire à nos jeunes de ne jamais dire j'ai des problèmes. On leur dit de proposer des solutions. Très bien. Oui, en fait, je voudrais quand même pas dans ce chapitre de spiritualité m'arrêter à Cheikh Beyoud. Cheikh Beyoud, son héritage est essentiel et en 3 dimensions. D'abord, l'enseignement qu'il a enseigné dans ses écoles. Et parce qu'il a enseigné personnellement à l'Institut Al-Hayat pendant des années. Donc, il a formé des formateurs. Deuxièmement, ses discours. Il ne ratait pas une seule occasion, qu'il soit à Oran, Constantine, L'Elma, Gardaya, pour prononcer un discours quand l'occasion se présentait, pour aborder un sujet essentiellement social ou religieux. Ou quand il s'agit de défendre sa communauté, comme ce fut le cas en 1964, à la suite du discours d'Ahmed Ben Bella.
Alors, j'allais en venir. Par exemple, dès qu'une invitation lui est venue pour aller inaugurer, je dis bien inaugurer la mosquée de Malikite de Bériane, il a fait un discours extraordinaire. On dirait qu'il est parmi nous aujourd'hui en parlant des différents, soi-disant différents qui n'en sont pas entre ibadites, malikites, en disant qu'il y a des fauteurs de troubles, en disant que nous devons remercier Dieu pour nous avoir mis à l'épreuve. Et c'est de là que je voulais parler en fait de la spiritualité. La spiritualité des ibadites que Cheikh Beyoud a enseigné pendant des années et que ses élèves continuent à enseigner jusqu'à aujourd'hui n'est rien d'autre que le Coran et le Hadith. Et c'est ça qui est important. Et la troisième et la dernière dimension de Cheikh Beyoud, c'est qu'il a été un leader, je dirais même politique. Il s'est imposé. Il a su, comme me disait une personnalité politique très, très connue chez nous, Cheikh Beyoud a su pendant les moments difficiles de réunir et de désamorcer des bombes. Absolument. Et c'est vrai, il a eu des positions extraordinaires. Après les événements de Ouargla, après les événements de, comment dire, les quelques escarmouches qu'il y a eu à Ghardaya et à Benizgan. Donc c'est quelqu'un qui avait une personnalité telle qui était capable. Malheureusement, après sa disparition, la personnalité des leaders qui existent maintenant, qui se sont succédés. Oui. Non, qui l'ont succédé ou qui ont succédé en partie, ne sont pas capables, si vous voulez, de dominer des situations. Moi, je suis certain que si Cheikh Beyoud était vivant, ce qui s'est passé à Guerrara et Ghardaya ne se serait pas passé comme ça. Cheikh Beyoud aurait pris le premier avion et aurait été à Alger, ou bien il aurait pris le premier micro qui lui tombait sous la main et aurait été dans les mosquées malikites et il aurait expliqué ce que c'est que le kharijisme, ce que c'est que l'ibadisme, ce que c'est que la société. Donc je ne vois pas pourquoi, dans nos médias, et essentiellement à la radio Ghardaya, pourquoi est-ce qu'on ne met pas son tafsir qui est purement coranique? Ne mettons pas ces discours peut-être où il parle un peu de politique ou de social, etc. Mais au moins tafsir le Coran, c'est du Coran. J'ai réussi à en passer un à la chaîne 3 quand j'avais mon émission arabesque, un discours particulièrement corsé contre le président Ahmed Ben Bella et tous les gens du 19 mars qui avaient fait part de leurs réserves s'agissant de la participation de la communauté mozabite à la lutte de libération nationale. Alors, c'est Slimane Zergoun. Nous avions parlé avec notre ami Mohamed Hamouda de développement durable. Apparemment, vous voulez réagir, même si c'est tardivement, mais tout à fait. Il serait intéressant de connaître votre point de vue à ce sujet. Cheikh Beyoud est parmi les cheikhs, je sais, qui ont vraiment développé et qui ont demandé aux Mozabites de un petit peu développer, d'aller à un cran au-dessus, de ne plus rester dans les petits commerces et les commerces de gros, mais d'aller vers l'industrie, vers la production. Il avait un projet économique. Tout à fait. Et la zone industrielle de Guerrara, à un certain moment, de Ghardaya, parce qu'il y a eu un effet d'entraînement. Les années 70, 80, c'est devenu un vivier d'entreprises de toutes sortes, dans les textiles, dans toutes les techniques et autres nouvelles, et jusqu'à présent, il y a cet esprit d'entrepreneur qui est vraiment lié avec ce développement durable. Je voudrais aussi rebondir et revenir, parce que nous parlons de patrimoine, d'architecture, et j'ai donné tout à l'heure certains éléments du patrimoine. C'est vrai qu'il y a des erreurs. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais est-ce qu'il n'y a que des erreurs? Ravero, à son passage, avait
développer certaines maisons. Il y a des maisons comme la maison du docteur Merghoub à Benizgen qui est une référence de construction et de valorisation des matériaux. Il y a des quartiers. Sidi Abbas, c'est la zone qu'on appelle la cité actuellement, du côté de Bounoura, dans la commune de Bounoura, où il y a eu une centaine de maisons avec cette recherche. Il y a des individus, justement, j'allais venir à ça. Il y a des initiatives personnelles, mais il y a aussi de très belles initiatives où il y a eu des réflexions, où il y a eu des groupes d'architectes, d'élèves architectes internationaux qui sont venus au Mzab. Mohamed Hamouda, Oui. vous avez été précédemment directeur Du tourisme et de l'artisanat. et de l'artisanat dans plusieurs wilayats du pays. Il serait intéressant de nous parler de l'artisanat à Ghardaya. Apparemment, c'est l'impression qui est donnée, et ça évolue difficilement. Qu'en est-il exactement? Au fait, Ghardaya était connu dans le temps. Il y avait deux piliers de l'activité pour subvenir aux besoins des populations. Il y avait le travail de la laine, et pour cela, c'était essentiellement un travail féminin. Et donc, lorsqu'on parle de laine, on parle de tapis, de tapisserie. Il y a un tapis fabuleux à Ghardaya, il y en a 3 ou 4 qui sont connus mondialement. Où est-ce qu'ils en sont actuellement? Est-ce qu'il y a eu une politique nationale de mise en valeur de ces tapis pour pouvoir, pouvoir les exporter? J'ai été pendant un bon moment derrière des initiatives pour faire connaître le tapis du Mzab à la grande foire du tapis mondial en Allemagne, à Hanovre. Et j'ai présenté des spécimens de tapis du Mzab à des experts mondiaux. Et ils étaient très intéressés, mais il fallait que les pouvoirs publics soient derrière. Bon, ça c'est pour le travail de la laine. Et de l'autre côté, il y avait le palmier, le travail du palmier. Et lorsqu'on essaye de voir un peu tout ce qu'il y a derrière le travail du palmier et de l'utilisation des différents produits qu'on tire du palmier, il y a là aussi quelque chose de vraiment fantastique. Donc il y a tout ce volet artisanat ajouté au travail de la poterie, qui était la poterie dans le Mzab, c'était quelque chose de très, très connu. Il y avait dans le temps aussi, le Mzab produisait de la poudre à canon qui était exportée vers les pays européens. Et on parle d'une production très intéressante au XVIIe, au XVIIIe siècle, vers le port de Gênes en Italie. Donc l'artisanat au Mzab, les gens savaient ce que c'était. Mais de nos jours, avec les transformations que connaît le pays, l'Algérie d'une manière générale, et surtout l'importance qu'on n'a pas voulu voir en le maintien de cet artisanat par rapport à nos 2 pays voisins, fait que ce travail de l'artisanat est en train malheureusement de péricliter, mais ce n'est jamais trop tard de relancer ça. Ne pensez-vous pas que c'est plutôt le commerce tertiaire qui est à l'origine d'un tel désintéressement, et cela provoque bien sûr des reconversions qui ne sont pas sans réduire les capacités artisanales de Ghardaya? Ghardaya, au même titre que l'Algérie, vit un phénomène que s'il n'y a pas des mesures concrètes, courageuses, ça risque de mener le pays à vraiment des situations très difficiles. C'est le fait que l'Algérie n'arrive plus à produire. Et lorsqu'on ne produit plus un produit ou bien un service, ça arrive aussi à la production d'idées, à la production. Et c'est là où c'est le grand drame. Lorsqu'on n'arrive plus à produire
Et tant que c'était des produits, comment dire, palpables, ou bien des services, ça peut passer. Mais lorsque on n'arrive plus aussi à produire des idées, c'est là où il y a lieu de... Il y a comment on dit, péril en la demeure. Un péril en la demeure, ce qui avait été souligné par ces Mohamed Messen, Madame, Mademoiselle, Monsieur, comme vous pouvez le constater. La vie d'un peuple ne peut pas être une chose et son économie autre chose. Entendez par là sa réalité. Et Ghaldaya ne peut pas vivre indéfiniment en dehors de ce magma dont il a été question tout à l'heure. Il ne peut pas échapper donc à un certain défaitisme caractérisé par le fait qu'on ne veuille pas réhabiliter les capacités créatives de tout un peuple. Il faut que le peuple comprenne une fois pour toutes que pour s'en sortir, il faut qu'il produise ce qu'il mange. Et à l'État, pour qu'il puisse être efficient, efficace, faire en sorte que tous se remettent au travail pour que ce pays puisse retrouver la raison et à travers la raison, donc tout ce qui peut générer le bien-être et la transformation plurielle d'une société. En votre nom à toutes et à tous, je tiens à remercier les invités de ce soir. Nous avons eu donc à écouter successivement messieurs Belkacem Babassi, Ahmed Matoub, qui sont venus pour représenter la Médina d'Alger et par la même occasion témoigner leur sympathie et leur adhésion donc au projet de société de Ghaldaya. Nous avons écouté aussi monsieur Bahaz Brahim, qui est historien, monsieur Mohamed Messen, qui est auteur. Nous avons écouté Slimane Zergoun, qui est donc issu. Et de quelle école? L'école nationale polytechnique, qui a donné des cadres de valeur à ce pays. Mohamed Hamouda, impliqué dans le mouvement associatif, ancien directeur du tourisme dans plusieurs wilayats du pays. Mon ami Bakadli, qui est lui aussi impliqué dans le mouvement associatif, qui a une vision des choses humaniste, parce que sans l'humanisme, nous n'avancerons jamais, parce que mettre au poste de commandement l'industrie, le matériel, le technique, c'est hypothéquer ses chances de réussir, ses chances d'asseoir son indépendance réelle vis-à-vis de ceux qui nous ont exploités et qui veulent nous maintenir dans l'assujettissement, quand bien même cet assujettissement changerait de modèle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc dans 14 jours, un samedi à 21h, dans le cadre d'une nouvelle escale. Au revoir.